Bonsoir, mesdames, messieurs. Bon mercredi, nous sommes le 16 janvier 2002. Encore une fois, la question du port d'armes aux États-Unis refera surface dans les débats. Autre tuerie dans un établissement d'enseignement, cette fois-ci une école de droit de Virginie. 3 morts, Hélène Fouquet. Oui, Jean-Luc, ça s'est produit dans une petite école privée, l'école de droit des Appalaches, qui est une institution de niveau universitaire, une toute petite école qui compte 170 étudiants dans la municipalité de Grundy. Ça se trouve dans l'ouest de l'État de Virginie aux États-Unis. Le tireur fou s'est introduit à l'intérieur de l'école et s'est mis à tirer aveuglément, tuant 3 personnes, dont un étudiant, et blessant 3 autres personnes. Il aurait été maîtrisé finalement par d'autres étudiants. Alors j'aurai tous les détails et d'autres images un petit peu plus tard. Parfait. Merci bien, Hélène. On va vous retrouver tantôt. Vous vous souvenez de ce jeune homme qui s'est sorti miraculeusement d'un accident de voiture, 21 ans. Il s'appelle Jean Tremblay. Il était en conduite sans avoir de permis. Pourquoi? Son permis était suspendu. Eh bien là, on me dit, Joël, qu'il a réobtenu un permis de conduire quand même. Comment se fait-il, Jean-Luc, qu'un jeune homme de 22 ans qui a failli perdre la vie au volant d'un véhicule alors que son permis de conduire était révoqué, comment a-t-il pu récupérer son permis de conduire avec autant de facilité auprès de la Société d'assurance automobile du Québec? Eh bien, la SAAQ a refusé de nous accorder une entrevue là-dessus aujourd'hui. Oui. On va quand même vous raconter les détails assez particuliers de cette histoire. Le jeune homme, la bonne nouvelle, se porte bien, récupère très bien, mais aujourd'hui même, il est au volant du véhicule de sa mère afin d'aller enquérir des informations sur son statut au poste de police. Je vous reparle de tout ça à 18 h. Oui, parfait. Ah, la Société d'assurance automobile du Québec, hein? Ils sont extraordinaires. Des suspects se rendent eux-mêmes à la police. C'est dans l'affaire, justement, de ces serres hydroponiques à l'intérieur des maisons sur cette natte sur le lac. 2 d'entre eux, eh bien, ils plaident tous coupables et 2 d'entre eux connaissent leur sentence d'ores et déjà. Là, ça a été vite expéditif, Félix. Très, très expéditif. D'ailleurs, tous les accusés aujourd'hui dans ce dossier-là, une partie ont plaidé coupable. En fait, tous ceux qui étaient arrêtés jusqu'à maintenant ont plaidé coupable. Pourquoi? Peut-être pour ne pas se faire poser de questions lors d'un éventuel procès, des questions qui trahiraient peut-être ce qui se produisait au domaine Montreuil, à cette marthe sur le lac où il y a eu plusieurs saisies. Toujours est-il qu'effectivement, il y a 2 des accusés qui se sont rendus aujourd'hui, aux autorités, au palais de justice de Saint-Jérôme. On va pouvoir vous en parler tantôt. D'ailleurs, les 700 plantes de cannabis en leur possession, leur avocat dit que c'était pour la consommation personnelle. Oui, d'abord, c'est pas facile les poumons. C'est dur. Beaucoup. Très dur. Oui, c'est dur, franchement. Oui. Merci. Une autre affaire maintenant. Ceux qui disent que l'industrie du sexe, tout est rose là-dedans, ben, c'est pas le cas de cette employée escorte qui veut prendre sa retraite, mais elle est forcée par la maison d'escorte de continuer sous peine de menaces ou encore d'amende, me dit-on, Pierre-Jean Séguin. Oui, une pratique qu'on ne connaissait pas et même que la police de Sherbrooke ne connaissait pas, Jean-Luc. Assez étonnant, parce qu'effectivement, l'agence d'escorte pour laquelle travaille cette dame que vous voyez de dos impose des amendes à ces filles, ces femmes qui volent des clients à l'agence. Alors, il y a des amendes qui peuvent être assez salées, merci. On parle de 1 500 $ quand les filles se font prendre à avoir sollicité des clients, à leur avoir remis leur numéro de téléphone. Alors, sans passer par l'agence. Sans passer par l'agence. Mais elle veut arrêter, là. Oui, elle veut cesser tout ça. Elle veut porter plainte à la police. Oui. La police de Sherbrooke est maintenant prête à recevoir cette plainte-là. On aura un reportage complet là-dessus. Parfait. Merci beaucoup, Pierre-Jean. Merci. Une affaire que le casino n'avait pas vue encore. Un individu qui souffre de cécité. Il est aveugle. Il se présente à une table de jeu. Au début, on ne veut pas qu'il y soit parce qu'il doit être assisté par quelqu'un d'autre et on n'a pas le droit d'être 2 à une place au jeu. Mais on a réglé tout ça, Russell Ducasse. Ça s'est réglé, mais vous savez, dans le cas du Casino de Montréal, c'est du cas par cas. Vous savez, dans les casinos aux États-Unis, eh bien, on peut avoir des accompagnateurs. Dans ce cas-ci, Peter Besciano est venu en fait au centre d'une controverse avec son accompagnatrice, Madame Alice Bolmer. Eh bien, il était à une table, on lui a refusé sa place à la table parce qu'il prenait 2 places, mais ça s'est réglé. C'est du cas par cas et on vous donne tous les détails plus tard à 18 h. Ouais, probablement que l'administration du casino va être diligent là-dessus. Merci, Russell. Je vous en prie. C'est notre question sondage également. Elle apparaît à ce moment-ci à l'écran. Alors, vous y répondez. Et oui, je pense que est-il normal qu'une personne aveugle puisse être accompagnée d'un aide, une table de jeu? Je pense que oui. www.tqs.qc.ca. Au centre Molson, il en est arrivé une bonne. Il y a un partisan qui a été expulsé parce que la liberté d'expression a ses limites quand même dans l'enceinte du temple des Canadiens de Montréal. On ne peut pas, Jean Lajoie, critiquer un joueur sur les affiches.
Il semble qu'on n'ait pas le droit. En tout cas, Jean-Luc, il y a un match de hockey ce soir au Centre Molson. Et s'il y a des partisans qui apportent des affiches, ils sont mieux de voir, en fait, de vérifier, s'assurer que ce qu'ils écrivent a de l'allure, en tout cas au niveau de la direction du Canadien. Parce qu'il y a un groupe de partisans, je pense qu'on peut voir les messages actuellement, là, qui a la nette impression de s'être fait voler littéralement le droit à la liberté d'expression, tout simplement. On a payé ses billets de hockey, on avait un message à livrer à Patrice Brisebois lors du match de lundi. On s'est fait confisquer ses pancartes. On a rencontré l'administration du Centre Molson qui nous dit tout simplement aujourd'hui qu'en grande partie, c'est parce que les pancartes étaient trop grosses. Elles ne respectaient pas l'intégrité du bâtiment. Donc, deux versions totalement différentes. C'est pas le contenu éditorial. On va de tout ça un peu plus tard. C'est pas le contenu éditorial. C'est pas le propos, c'est la pancarte. Peut-être, mais en tout cas, plus de détails un peu plus tard. Oui, bien sûr, merci. Au revoir. Bye-bye. Lui, je ne sais pas, mais je pense que Jean, il est excité, hein, parce qu'il sait qu'il va aller voir Julia Roberts la prochaine fois qu'il va venir. Hier, il a fait George Clooney. On vous dit tout de suite, si Julia Roberts vient, elle va venir. Oh, oui. Puis on va envoyer Jean là-dessus pour la trouver. Il est tellement bon là-dedans, là. Il pourrait être chroniqueur artistique. Pas à Flash, là, on va le garder pour nous autres, par exemple. À la météo, Yannick! Le chiffre 5 est à l'honneur. Pourquoi? Parce qu'à 5 heures, nous avons moins 5 degrés et il est question de 5 cm de neige. Ça débute demain matin à 5 heures. Ça se poursuit jusqu'à demain soir, 17 heures. Tout ça pour vous dire que tout au plus, c'est un demi-centimètre à l'heure qu'on recevra. Mais demain matin, quand vous ferez votre levée, en fait, quand ce sera le temps d'embarquer dans la voiture pour vous diriger jusqu'au travail, bien, ce sera possiblement et assurément sous les flocons. 5 cm et puis par la suite, vendredi, samedi, dimanche, retour du soleil. Je vous le dis tout de suite, variable, hein, ce sera des conditions, donc le soleil sera en alternance avec les nuages. Et puis, on a toujours ce 30 de possibilité d'averse de neige. C'est pas impossible qu'on ait, comme dirait l'autre, quelques floconnages pour les prochains jours. Oui, intéressant. Merci beaucoup. On se retrouve un petit peu plus tard, Yannick. On s'arrête, nous, pour une courte pause, mais on revient tout de suite pour savoir ce qui s'est passé chez vous au cours des dernières heures. À tout de suite. Vous avez des images exclusives ou voulez nous communiquer une nouvelle importante? Composez de l'extérieur de Montréal, le 1-888-818-9999 ou le 790-1999. Abonnez Belle Mobilité. Faites dièse 1999. Moi, je pense qu'avec Isabelle, on va apprendre, et il y a des gens qui l'ont appris à leur dépens, que la justice américaine, c'est pas tout à fait comme la justice ici. Non, pas du tout. Et pas de pardon pour les terroristes aux États-Unis en ce moment, on peut s'en douter. Alors, c'est l'Algérien Mokhtar Aouari qui a été condamné à 24 ans de prison pour cette tentative d'attentat à la bombe à l'aéroport de Los Angeles. C'était lors du passage à l'an 2000. Aouari est âgé de 32 ans. Il a déjà résidé à Montréal et il avait été reconnu coupable en juillet dernier de complicité dans ce projet en fournissant de fausses cartes d'identité et de l'argent à 2 autres individus. Le complot avait été déjoué lorsque son auteur, Ahmed Ressam, avait été arrêté dans l'État de Washington. On s'en souviendra, il tentait de passer la frontière avec un véhicule qui était rempli d'explosifs en 1999. Aouari, qui est demeuré impassible au prononcé de la sentence, avait demandé, lui, une peine de 17 ans de prison. Il a refusé l'occasion de s'adresser à la Cour aujourd'hui. Plus près de chez nous maintenant, les élèves de l'école primaire Brébeuf de Sherbrooke ne retourneront pas en classe cette semaine. Leur établissement a subi des dommages évalués à $1,5 million hier quand un ou des malfaiteurs ont allumé 2 foyers d'incendie à l'intérieur de l'établissement. Les flammes qui ont nécessité une seconde alerte se sont d'ailleurs propagées rapidement et ont complètement ravasé le gymnase de l'institution. Les autorités se questionnent sur les motifs derrière ce geste criminel. Par ailleurs, un début d'incendie dans un immeuble de la Place d'Armes a forcé l'évacuation temporaire de dizaines de personnes ce matin à Montréal. Selon les premières constatations, les flammes auraient pris naissance au 31e étage de l'édifice qui en compte 32. Les causes n'ont pas encore été déterminées. L'immeuble abrite notamment des bureaux de la Banque nationale et de l'Agence métropolitaine de transport. Personne n'a été blessé, mais l'incendie a quand même forcé les policiers à dresser un périmètre de sécurité dans le secteur. À Montréal, toujours, on connaît maintenant l'identité de l'homme victime du 3e meurtre de l'année dans la métropole et dont le corps a été retrouvé samedi dernier dans une maison de chambre de la rue Marquette. Il s'agit de Jean-Alfred Gay, 55 ans. Les policiers poursuivent leur enquête pour déterminer les motifs derrière cette sauvage agression qui a rendu l'identification de la victime particulièrement difficile. À Montréal, toujours, il ne reste pratiquement plus rien de l'immeuble que l'organisme Les Amis de la Montagne avait acheté au coût de 400 000 $ sur Côte-des-Neiges, près de la montée Camillien-Houde. L'organisme avait acheté le bâtiment en décembre dernier. L'immeuble n'avait aucune valeur patrimoniale et était dans un état de délabrement avancé. Les Amis de la Montagne avaient l'intention de le faire disparaître pour aménager un parc à cet endroit.
Le pic du démolisseur s'est donc mis à l'œuvre la semaine dernière et l'entrepreneur prévoit avoir tout nettoyé d'ici vendredi. Redonner ce terrain-là au parc. Et alors ça, c'est un geste qui est important pour notre organisme, important pour la montagne. C'est pas un grand geste parce que le terrain n'est pas très grand, mais c'est un grand geste symbolique. Dans le sens que ça fait plusieurs années qu'on entend dire que la montagne se fait gruger. Et là, c'est la première fois qu'on y redonne un petit peu de terrain. On parle maintenant d'éducation. Le ministre François Legault affirme qu'il n'est pas question de dégeler les frais de scolarité au cours de l'actuel mandat du Parti québécois. Il ajoute toutefois qu'il ne peut s'engager au-delà de la prochaine élection. Le ministre fait valoir qu'il est prématuré de parler de la plateforme électorale du PQ puisqu'il n'y a aucune élection de prévue. Il s'empresse toutefois d'ajouter qu'aucune hypothèse de dégel n'a été évoquée au Conseil des ministres et qu'aucune étude sur le résultat d'un éventuel dégel n'a été faite ou recommandée. M. Legault assure qu'il tient à maintenir l'accessibilité aux universités québécoises, ce que souhaite également la Fédération étudiante universitaire du Québec. Et là, à Ottawa, en terminant, le premier ministre Jean Chrétien a refusé d'admettre qu'il y a une affaire Gagliano. Il a continué de défendre la conduite de son ex-ministre des Travaux publics qui a été nommé, on s'en souviendra, hier ambassadeur au Danemark. Le premier ministre a une fois de plus écarté les accusations de favoritisme et d'ingérence lancées à l'endroit de M. Gagliano par l'ancien président de la Société immobilière du Canada, John Grant, qui affirmait que l'ancien ministre l'avait obligé à embaucher un ami. M. Chrétien a défendu son ex-ministre avec toute la verve qu'on lui connaît. Il n'y a pas d'affaire de Gagliano. Envoyez des lettres de recommandation. Je l'ai dit à un de vos collègues. Si vous voulez avoir une lettre de recommandation de moi, je vais vous en donner une, M. Bellavance. Il va dire que c'est un Acadien qui est venu à Ottawa, puis il a bien survécu, puis parfois il a un beau sourire. Merci beaucoup. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci. Si je te demande une lettre de recommandation, qu'est-ce que tu vas dire sur moi, je vais attendre de voir ce que tu vas dire là, parce que tu es nerveux, là. Là, je dois te dire, je suis un petit peu nerveux. Je te comprends, parce que quand un père voit les amis de ses enfants accéder à la Ligue nationale, ça prend de l'âge. Ça prend de l'âge, puis c'est quelque chose, comme dirait Mario Lemieux, parce que, écoute, moi, j'ai souvent interrogé des parents qui voyaient leur fils arriver dans la Ligue nationale, premier match au Centre Molson, tout le monde est nerveux, les mononcles, les matantes, tout le monde est là. Mais aujourd'hui, ce soir, j'ai mon petit voisin, 6 pieds 2, 205 livres, qui dispute ce soir son premier match dans la Ligue nationale à Montréal, dans l'uniforme des Capitals de Washington, s'appelle Jean-François Fortin. Il est élevé derrière chez nous. Ça joue à défense, à 6 et 2. Regarde-moi cette pièce d'âme. Écoute, c'est le meilleur ami de mes deux fils. Ses parents sont nos meilleurs amis, ma femme et moi. Il a été élevé, je l'ai vu grandir. Écoute, ma porte de garage... oui, parce qu'on fait le match de garage a des prunes de rondelles à cause de lui. Il y a des voisins qui étaient en maudit des fois parce que les jeunes qui jouent au hockey avec une balle manquaient le filet. Tu penses qu'arrivait où la balle? Sur les voitures des voisins, les madames, les messieurs sortaient. T'as pas de bonne humeur. Le petit gars, on les a trimballés partout. Au Québec, en Ontario. L'été, on s'est levé à 5 heures du matin, comme tous les parents. Puis de voir un petit gars qu'on connaît arriver dans la Ligue nationale, je dois te dire que c'est assez spécial. Il a fait son junior où, là? Avec les Castors de Sherbrooke. Dans ton coin, il s'est en allé à Amos jouer Midget 3. Il était dans la Ligue américaine. Puis il n'a pas eu un passage très spécial parce que ça allait pas bien lors de ses 2 premières années professionnelles. Là, ça va bien. Puis aujourd'hui, je lui disais cet été, parce qu'il joue au golf avec nous autres, ça. Puis je lui disais, à un moment donné, ça va fonctionner. Puis on présente 2 matchs à TQS cette année des Capitals de Washington. Je pense pas qu'au mois d'octobre, tu vas être là. Mais en janvier, je suis certain que je vais t'interviewer. Tu l'as fait. Puis je l'ai fait, puis on l'écoute. C'est ça. Tu m'en as parlé tout l'été ou dans le sous-sol, dans la cuisine. Fait que je suis ici, puis non, c'est super le fun. Je suis super content, premièrement. C'est mon 5e match ce soir. Ça a super bien été mes 4 premiers matchs. Alors, on va essayer de continuer là-dessus, puis on va se croiser les doigts que ça va bien aller. Écoute, t'es la preuve, il ne faut jamais abandonner. Il y a 1 an, là, tu t'habillais même pas à Richmond dans la Ligue East Coast, c'est épouvantable. Puis aujourd'hui, au cours de tes 4 premiers matchs, tu as joué contre quelques-uns des meilleurs joueurs de la Ligue. Oui, ça n'a pas été facile. Comme tu l'as dit, l'année passée, j'ai été 10 matchs en ligne sans établir dans East Coast. Donc, à ce moment, je commençais à me poser des questions. J'avais tout regardé, là, les cours à l'école, qu'est-ce que je pouvais faire. Mais là, je suis ici, puis j'en profite, puis c'est super le fun.
Comme tous les jeunes qui sont gâtés, ils pensaient que ce serait facile, mais il s'est aperçu que ça ne l'était pas. Il s'est retroussé ses manches, puis réussi. C'est un bon message pour tout le monde. S'il continue à travailler, ça on va le voir jouer ce soir, puis on va partager. Tu demain? Ben oui. Absolument. OK, salut. Bye-bye. À la circulation, Yannick. On a une petite minute et demie pour faire un survol à travers les différentes artères en périphérie de Montréal et puis celles qui croisent entre autres le centre-ville. Par Ville-Marie, tenez par exemple. Ville-Marie, en ce moment, aussitôt vous quittez le tunnel, il faut être vigilant. Et puis à l'approche de Turcot, on doit appliquer les freins parce que c'est pare-choc à pare-choc. Donc entre le tunnel et l'échangeur Turcot, c'est comme ça. Donc jusqu'au pont Mercier. Puis par la suite, on reprend tranquillement de la vitesse. L'échangeur Turcot, tenez, je vais vous montrer. Regardez. Oups, Turcot. Attendez, le voici. Turcot, comme vous pouvez le voir, c'est très fluide en direction du pont Champlain. Par contre, pour ce qui est de la 20, l'image, en fait, la voie qui traverse l'écran, c'est la 20 en direction Est. Et puis, regardez bien ce qu'elle peut nous donner, cette fameuse 20. Vers Mercier, là aussi, c'est très, mais très au ralenti. Donc, en direction du pont Mercier. Pour ce qui est des carrés, là aussi, c'est pratiquement un stationnement sur toute la longueur. À compter, en fait, c'est depuis Queen Mary. Et puis, c'est jusqu'à Jean Talon. Regardez une petite image également de Jean Talon. En ce moment, la caméra pointe vers le sud. Et puis, à droite, c'est donc vers le sud. À gauche, c'est vers le nord. Et donc, il n'y a pas vraiment d'amélioration d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Tenez, la 25, par exemple. On va aller jeter un petit coup d'œil là. La 25, là aussi, c'est carrément depuis la métropolitaine. C'est pare-choc à pare-choc. On reprend tranquillement de la vitesse un peu plus au sud, du côté de Tellier, toujours en direction du fameux pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Un peu plus loin, qu'est-ce qu'on a? Tenez, l'échangeur de l'Acadie. Là aussi, c'est très au ralenti. Sur la métropolitaine, c'est comme ça sur toute la longueur. Regardez, ici, on est à la hauteur de Saint-Denis. Fort heureusement, ça circule librement, vous me direz, mais très au ralenti. Et puis, pour ce qui est de l'accordaire, non, on roule un peu plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu moins d'engorgement. Voilà, ça ressemble à ça un peu partout. Il faut éviter la 25, l'échangeur des carrés également. Et puis, quand vous arrivez de Côte-de-Liesse vers des carrés, c'est là aussi très au ralenti. Parfait, merci beaucoup Yannick. On s'arrête, nous, pour une courte pause et on poursuit tout de suite après.